Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Goldorak. Eh oui, encore une. Comme vous le savez, j'ai fait toute une série de vidéos sur le Grand Cornu, 7 au total pour 3h30 de contenu. Beau succès de la chaîne. Malgré tout, il existe plusieurs points que je n'ai pas abordés. Grandizer You, bien sûr, que je traiterai, mais aussi et surtout la notoriété de Goldorak dans le monde. Sujet qui, je l'avoue, n'avait pas fait l'objet d'une attention particulière jusque-là. Étant français, je me suis focalisé sur mon pays, un peu l'Italie et bien sûr le Japon. Et contrairement à une idée reçue, qui était la mienne, Goldorak n'est pas qu'un succès français, italien et saoudien. Loin de là. Et comme ma dernière vidéo sur les 50 ans a dépassé les frontières de la France pour atterrir dans la belle province, la communauté québécoise que je salue m'a rappelé à raison dans les commentaires que Goldorak chez eux aussi, c'est du sérieux. Du très sérieux même. Alors rendons leur hommage ainsi qu'à tous les pays où on a adulé le robot géant par l'intermédiaire de cette vidéo. Petit rappel rapide, Goldorak est une création du mangaka Go Nagai, mais ce n'est clairement pas son œuvre majeure. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie à toutes mes autres vidéos. Il a été diffusé pour la première fois au Japon le 5 octobre 1975 sous le titre UFO Robo Grandizer, UFO signifiant ovni en japonais. Oui, je sais, je lis comme commentaire sur la vidéo des 50 ans, UFO ça veut dire Unidentified Flying Object en anglais, c'est d'origine anglaise, mais cela ne l'empêche pas d'avoir intégré le champ lexical japonais. Je vous explique. UFO est bien le terme japonais pour désigner un ovni. Alors, il existe un terme japonais plus littéraire, Mikakunin Iko Butai, mais le terme courant c'est UFO. Enfin, plus précisément, UFO. C'est ce qu'on appelle un gareigo, c'est-à-dire un mot japonais emprunté à une langue étrangère, ici l'anglais. Il s'écrit en katakana, et bien qu'il vienne de l'anglais, il est aujourd'hui pleinement intégré au vocabulaire japonais. En France, ça se rapproche d'un anglicisme, comme parking, manager, cool, des mots qui sont dans le dictionnaire Larousse. D'ailleurs, en France, la personne qui étudie les ovnis s'appelle un ufologue, anglicisme également dans le dico. Ceci étant exposé, étudions Goldorak à travers le monde. Et évidemment, je ne reviendrai pas sur la France et le Japon, sauf pour vous rappeler que contrairement à une idée reçue, donc, Goldorak n'a pas été un flop au Japon. Alors oui, je sais, ça fait 2 idées reçues dans la même intro, promis, c'est la dernière. En réalité, la série a été pensée comme une machine de guerre marketing et elle n'a pas atteint les objectifs très élevés qu'on attendait d'elle, mais elle conserve des scores d'audience du même niveau que ses deux sœurs ou un tout petit peu moins. Donc pour en revenir au sujet du jour, je vais l'aborder continent par continent, un peu comme cela m'est venu. Je tiens aussi à préciser que c'est très compliqué de trouver des informations fiables sur le sujet, j'ai vu tout et son contraire, donc je suis un peu sans filet sur cette vidéo. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ou me faire part de votre expérience, ça m'intéresse. Et on commence donc par le vieux continent. En Europe, c'est assez simple, en réalité. Tout part d'un homme, Jacques Canestrier, qui récupère les droits de commercialisation de Grandizer pour la zone Europe dès la fin de l'année 77, début 78. Alors, sur le wiki italien, il est dit que c'est par l'intermédiaire de Bruno René-Huchez et sa société IDDH, sauf que beaucoup de personnes m'ont expliqué que ce dernier n'avait pas de rôle important dans la venue de Goldorak. Il a éventuellement joué le rôle d'entremetteur, mais c'est tout. Du coup, je suis allé vérifier à la source et selon ce document officiel, IDDH n'a été créé que le 1er janvier 1979, donc elle n'existait pas en 78, au moment où Jacques Canestrier commercialise les droits en Europe. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Donc Jacques récupère les droits et s'attaque à la localisation de la série. D'abord en France, bien évidemment, sauf qu'en fait, ce n'est pas la France qui va diffuser Goldorak en premier, c'est l'Italie. Et plus précisément, le 4 avril 1978. Rebaptisé Goldrake, il est aussi connu sous le titre Atlas UFO Robot. Énorme succès en Italie, comparable à la France, les disques se sont vendus à des millions d'exemplaires, l'œuvre a fait l'objet de plusieurs doublages. Vous comprenez aussi pourquoi il s'appelle Goldrake, version anglicisée de Goldorak. Et c'est la présentatrice Maria Giovanna Elmi, officiant alors sur la RAI, qui a eu le privilège de l'annoncer. Capito? Gli UFO robot sono cartoni animati giapponesi. Certo che l'avete capito. Ça nous change de Gérard Chambre. Mais là, je vous vois venir, vous êtes déjà en train de vous dire « Attends, si Goldorak était distribué par un Français, pourquoi il n'a pas été diffusé en France en premier ?» Eh bien, excellente question, et honnêtement, je n'ai pas la réponse officielle, mais j'ai ma petite théorie. À mon avis, quand la série était enfin prête à être diffusée, on parle de mars-avril 78, en même temps qu'Italie donc, Goldorak était déjà promis en Antenne 2. Sauf qu'à ce moment-là, c'était un peu la traversée du désert côté émission jeunesse sur la deuxième chaîne. Pour vous situer, l'éphémère émission Dorothée et ses amis venait de s'arrêter en février 78 et Récréa 2 n'était pas encore dans les tuyaux, prévu seulement pour juillet. Résultat, aucune émission pour accueillir Goldorak pile au moment où la série était prête à décoller. Et il y a un autre détail à ne pas négliger, à l'époque la série était jugée un peu trop violente pour le jeune public, du coup, son arrivée dans la grille d'Antenne 2 n'a pas été un long fleuve tranquille. Attendre l'été, ce n'était donc pas un hasard, les audiences sont plus faibles, la pression est moindre, bref, on teste le truc discrètement, en clair, chez Antenne 2, on espérait presque que Goldorak fasse un petit bid tranquille avant de passer à autre chose. Spoiler, c'était complètement raté. Bon, en même temps, son succès est aussi expliqué par certains par le temps franchement mauvais à l'époque.
Bref, en Italie comme chez nous, Goldorak a ouvert la danse, c'est le premier de la trilogie Mazinger, Grand Mazinger et Grandizer à être diffusé, alors qu'il s'agit en réalité du 3e volet. Mais peu importe, le public italien l'a immédiatement adopté, avec la France, l'Italie est clairement le pays européen où Goldorak a rencontré le plus grand succès. Objection! Alors rassurez-vous, les esprits bien pensants n'ont pas manqué à l'appel, là-bas aussi, la presse s'est enflammée, accusant la série de véhiculer des valeurs fascistes et anticommunistes. Mais malgré ces polémiques, le succès a été colossal. Les produits dérivés se vendaient par palettes entières, les jouets s'arrachaient, et Goldorak est devenu le symbole de la passion italienne pour la Japanimation et les mangas. Un amour qui dure encore aujourd'hui. Et bien sûr, le Grand Cornu ne s'est pas arrêté là. On l'oublie souvent, mais il a aussi conquis le Luxembourg, la Belgique et la Suisse, où il a connu un joli succès. Il faut dire qu'à l'époque, Antenne 2 était relayée dans d'autres pays, ce qui a permis à Actarus de dépasser facilement les frontières françaises. Au Luxembourg, il est diffusé dès 1980 dans l'émission La Bonne Franquette sur Télé Luxembourg. L'intérêt était aussi pour ceux qui captaient Antenne 2, ils pouvaient revoir les épisodes sur une autre chaîne, pratique quand on a raté un numéro. En Belgique, je n'ai pas trouvé de source sur la diffusion dans une émission locale, j'ai simplement retrouvé des notes d'archives sur le succès du robot géant via la diffusion sur le réseau Antenne 2. Mais n'hésitez pas, mes amis belges, à préciser dans les commentaires ce qu'il en est. Quant à la Suisse, c'est aussi une pionnière, puisqu'Actarus débarque dès 1978 sur la TSR, la télévision suisse romande. Et pareil, là-bas, la critique journalistique est très acerbe. Sur le plan technique, sur le plan de l'animation, on peut pas dire que le produit soit très brillant, et il est plutôt, voire même très médiocre. Mais regardez cette vidéo. Le journaliste essaye d'orienter sur le caractère violent, mais sans que cela ne choque les enfants. Et vous trouvez pas que c'est un peu violent, ce film? Non, c'est toujours des batailles, etc. Ça vous gêne pas, la violence, là? Non, mais on sait que c'est pas vrai, tandis que... Ça pourra jamais arriver, je crois. On sait que ça arrivera pas, alors... Oui. Ils ont 12 ans et te disent qu'ils savent faire la part des choses. Excellent. Eux, ce qui les ennuie, les gamins, c'est le côté un peu trop manichéen, et que Goldorak gagne trop souvent. Bref, comme chez nous en Suisse, Goldorak est devenu un cas d'étude, alimentant les discours anti-animés japonais. J'en profite néanmoins pour faire un petit clin d'œil helvétique, c'est d'ailleurs l'horloger suisse Tissot qui a eu la brillante idée de sortir une montre Goldorak en 2 versions pour célébrer les 50 ans du héros. Et je ne vais pas vous mentir, la version noire est juste magnifique. Et pour la petite anecdote, à Genève, la tour de contrôle de l'aéroport est carrément surnommée Goldorak. Preuve, s'il en fallait encore une, de l'impact du robot cornu au pays du chocolat, des montres et des banques. A noter que Malte, de son côté, diffusait la Ride, donc avait également accès à Goldorak. Il a été diffusé également en Grèce, doublé même, c'était dans les années 80 sur la chaîne ERT. Succès très modéré, ils ont repris le nom japonais version grecque. Flint, ο πρίγκιπας του διαστήματος. En Espagne, c'est un peu différent. Il s'appelle bien Goldorak, mais là-bas, ils ont connu la trilogie dans l'ordre, et donc d'abord Mazinger Z. C'est d'ailleurs très compliqué de trouver quelque chose sur Goldorak, mais sur Mazinger Z, c'est très fourni. J'ai peu d'infos sur le pays voisin, le Portugal, ils ont connu Goldorak, mais cela n'a pas fait l'objet d'un succès retentissant. Faut dire qu'au Portugal, on était trop pauvre pour avoir une télé. Du côté de l'Allemagne, pas de chance, c'est jugé trop violent, c'est ce que l'on pouvait lire dans le magazine Der Spiegel de mai 79. Seulement 4 épisodes sortiront au cinéma à la fin des années 70, et c'est tout. Là-bas, on préfère le Capitaine Flamme, c'est comme ça. Alors pour le reste de l'Europe, c'est encore compliqué de trouver quelque chose. Au nord, bonne nouvelle, la Suède y a eu le droit. C'est même le seul pays nordique pour lequel j'ai trouvé une preuve officielle. La série où les films sont répertoriés dans la Svensk Film Database, comme vous pouvez le voir. J'ai même retrouvé un poster avec du texte en suédois datant de cette époque. A noter qu'il s'appelle Goldorak Rymdfantomen. Alors je sais pas si cela se prononce ainsi, excusez-moi. Ce sous-titre signifie simplement le fantôme de l'espace. Donc oui, Goldorak a posé le pied sur la terre d'Ikea. Mais pas sûr qu'il ait réussi à monter un meuble. Côté Norvège et Finlande, par contre, c'est le vide intersidéral. Je n'ai trouvé aucune archive publique, aucune diffusion éventuelle. Le Danemark, c'est pas mieux, mais au moins eux, ils ont des Lego. Au Royaume-Uni, c'est pas terrible non plus. Ils ont eu le droit à Force 5, dans lequel apparaît Goldorak et qui vient des États-Unis. Du coup, j'en parle pas, puisque je suis pas sur le bon continent et j'y reviendrai. En Europe de l'Est, Goldorak a laissé quelques petites traces, mais rien de massif. En Pologne, en Hongrie, on trouve bien quelques fans de la première heure, mais la plupart ont découvert la série grâce à des VHS et DVD importés en mode ninja des années plus tard. Bref, pas beaucoup d'archives, pas de diffusion claire, un succès plutôt discret, mais les vrais savent. En revanche, en Roumanie, j'ai retrouvé la preuve d'une diffusion dans les années 90 avec un doublage roumain sur la chaîne TVR1. C'est daté, c'est de l'info, merci de rien.
Un peu plus à l'est, on sort de l'Europe pour arriver en Russie. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a des infos. Doublage, rediffusion, base média qui en parle, mais la situation étant ce qu'elle est, il est difficile d'y avoir accès et surtout difficile de dater la diffusion. Donc oui, Goldorak a bien combattu Vega durant l'hiver soviétique, et ça force le respect. Bon, et puisqu'on est en Russie, allons un peu plus à l'est, en Asie. Alors, on ne va pas parler du Japon, ça on connaît, intéressons-nous plutôt au reste de l'Asie. Et on commence par la Chine. Alors là c'est simple, pas de diffusion dans les années 80. La raison ? La censure. Résultat, Goldorak n'a débarqué que bien plus tard, avec du coup une fanbase beaucoup plus discrète. Tout le contraire de Taïwan, qui elle a eu le droit à une vraie diffusion sur des chaînes comme CTS ou TTV. Là-bas la série a rencontré un succès solide, doublé en mandarin, et la censure était bien moins stricte qu'en Chine continentale. Bref, à Taïwan, Goldorak a pu décoller sans utiliser la route 7 et ça, c'est un exploit. Ensuite, il y a la Corée. Pas celle du Nord, du Sud bien sûr. Vous vous doutez bien qu'en Corée du Nord, Goldorak n'a pas eu le droit d'être diffusé. En Corée du Sud, par contre, c'était un peu plus facile puisqu'il a débarqué le 2 décembre 1979 sur la chaîne Dongyong Broadcasting. La diffusion s'arrêtera l'été suivant, possiblement en raison de la politique du pays d'interdire les programmes japonais. Toutefois, Goldorak n'y a pas l'aura d'un Mazinger Z car la chaîne qui la diffusait était limitée géographiquement. Singapour a eu le droit à une petite diffusion en anglais ou mandarin sur les chaînes anglophones ou sinophones, mais Goldorak n'a pas marqué les esprits là-bas. Pareil pour la Thaïlande, quoique dans ce dernier pays, il a un peu mieux marché même s'il a été vite remplacé par d'autres programmes. En revanche, aux Philippines, gros succès. C'est une série culte diffusée à la fin des années 70 sur MBS 4, traduit en anglais principalement. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le forum goldorakgo.com, excellent comme toujours, pour y trouver quelques pépites de publications papier d'époque, prouvant l'influence de Goldorak là-bas. La série dispose d'une fanbase très active. On retrouve aussi quelques traces, mais très peu documentées, de diffusion en Indonésie et en Malaisie dans les années 80, impact assez faible. En Inde et Pakistan, c'est pas mieux, voire pire. L'Inde a sans doute connu le programme tardivement grâce à Internet. Tout comme l'Australie, aucune trace. Je pensais qu'ils auraient eu accès à Force 5, mais a priori non, du moins pas sur les chaînes principales. Mais du coup, ça me fait une transition pour vous parler de l'Amérique. L'Australie aura au moins servi à ça. Alors soyons clairs, aux États-Unis, Goldorak, ça n'a pas fait de vague. En fait, les Américains ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, mélanger des univers, modifier des œuvres pour en faire autre chose, et ils ont intégré ça à une maxi-série appelée Force 5. Regroupant 5 séries de la Toei qui n'ont rien à voir entre elles. Gaiking, Vanguard Ace, Getter Robo G, Tarzinger et donc Grandizer. Et ils ne prennent que 26 épisodes de chaque. Les petits Américains n'ont même pas eu le droit à la fin de Goldorak. Difficile de s'accrocher à un programme diffusé de cette manière donc. Bon, il a quand même son petit réseau de fans et reste apprécié pour sa qualité, mais c'est clairement pas le succès du siècle. En revanche, si l'on remonte un peu plus au nord, c'est une autre histoire. Et les commentaires sous ma vidéo anniversaire le confirment. Au Québec, Goldorak a cartonné, et ça, dès le départ. Le robot cornu fut en effet l'un des tout premiers programmes d'animation japonaise diffusés sur la chaîne CFTM du groupe TVA dès le 9 septembre 1978 à 11h30 précise, comme le montre ce document. Candy était déjà là, mais Goldorak a su se créer une communauté solide, encore très active aujourd'hui, et ça il faut le souligner. À l'époque c'était Noam qui chantait le générique, ce qui est raccord d'ailleurs avec la reprise qu'il a fait pour la France à la même époque, à la rentrée 78. Et la chanson donc version de Noam que nous avons connue. Celle-ci. Était aussi très célèbre là-bas et a fait l'objet d'une reprise par Nathalie Simard en 1980, chanteuse et présentatrice québécoise. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Y est-il, vient-il? Goldorak, le grand. Succès immense, série culte, aucun doute là-dessus. Bref, au Québec, le Grand Cornu, c'est une institution. Et en 2012, après 10 ans de négociations avec Toei, le Québec est même devenu le premier marché francophone à détenir légalement les droits numériques télé et DVD de Goldorak. Oui, parce qu'en France, c'était un peu le bordel, je vous en ai aussi parlé. Donc cette volonté de faire plaisir à la communauté québécoise en rachetant des droits plus de 30 ans après prouve l'énorme intérêt et l'amour du peuple québécois pour le robot géant. C'est indéniable. Bon,
Je vous parle pas du Canada, ils n'y ont pas eu le droit à part la version US, Force 5. Du côté de l'Amérique centrale et du Sud, c'est plus compliqué. Mais en même temps, assez logique. Comme c'est une communauté principalement hispanophone, forcément on ressent l'influence de la péninsule ibérique. J'ai très peu trouvé d'informations, mais c'est plutôt Mazinger Z qui a eu un impact culturel important, notamment au Chili, au Pérou ou encore au Mexique. Alors Goldorak a été plus discret et parfois arrivé bien plus tard, et notamment dans le cadre de Force 5 ou de manière indépendante. Alors j'ai trouvé un article intitulé El consumo de anime en Latinoamérica una historia por contar, publié en 2024 dans une revue brésilienne de sciences sociales. Et Goldorak n'est même pas mentionné. Les premiers animés cultes de référence cités sont Astro et Mazinger Z. Et ensuite on passe à une autre génération, Dragon Ball, Sailor Moon et surtout Senseiya. Alors a priori il est d'abord passé par le Mexique car son doublage a été utilisé pour d'autres pays, cela étant tous les épisodes n'ont pas été doublés, 52 seulement dans la première moitié des années 80. J'ai d'ailleurs retrouvé une thèse mexicaine publiée en 2013 et intitulée El contenido violento de los dibujos animados en la televisión abierta y su posible relación con el comportamiento de los niños de 6 à 12 años. Bon, vous avez compris qu'avec le titre, ça va tirer à boulet rouge sur nos animés. Grandizer y est mentionné et on apprend que c'est Kenzo Kabuto, le père d'Alcor, qui a créé une nouvelle version de Mazinger Z. Je pense qu'il devait confondre avec Great Mazinger, d'autant que l'article indique Grandizer 74, donc un an avant sa sortie réelle. Bref, au final, n'allez pas croire que l'auteur n'y connaît rien, il a fait une coquille avec Goldorak, mais il rappelle les origines des animés et notamment revient sur ces histoires de grands yeux des personnages directement issus de l'influence Tezuka. Il fait la différence entre les genres et dit qu'il n'y a pas que des mangas pour les enfants. C'est pas le sujet, mais cela prouve deux choses. 1. Goldorak était diffusé, et 2. Il n'a pas une grande influence. Il est juste cité contrairement à d'autres animés qui sont pris en exemple, notamment Mazinger Z. Un autre document intitulé 26 ans d'animé au Panama mentionne la diffusion de Las Aventuras de Duke Flint entre novembre 87 et juillet 88. C'est très court, mais c'était à raison de 5 à 6 épisodes par semaine. Même titre pour le Venezuela en 1991, c'était sur la chaîne Televen. Il est passé dans d'autres pays bien sûr, comme l'Argentine dans les années 90 ou le Brésil. Donc il a bien été diffusé, mais il n'est clairement pas le fer de lance. Gardez à l'esprit que dans toute l'Amérique, du nord au sud, c'est le Québec qui a plébiscité Goldorak. En Afrique, c'est assez différent, en fonction des régions. L'Afrique francophone subsaharienne avait accès aux chaînes européennes, françaises et belges, donc les programmes jeunesse y étaient importants. Ils avaient donc le droit à la VF. Mais la série pouvait aussi être rediffusée sur les télés locales. Mais plus tard, il y avait un gros décalage. C'est plutôt venu à la fin des années 80, début 90. Le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ont eu le droit. Il existe des traces de blogs jeunesse diffusant plusieurs animés, sans faire de Goldorak une série culte néanmoins. Il était présent avec d'autres. J'ai retrouvé un témoignage d'un enfant d'Abidjan sur Goldorak. C'est en 91 via une vidéo VHS. Version française, sans doute celle de Canestrier. Mais c'était également diffusé sur une chaîne locale, au milieu de Senseiya et de l'École des Champions. Et ça vous explique aussi pourquoi Goldorak est moins marquant que chez nous. Que ce soit au Québec, en Italie ou en France, Goldorak c'est le premier ou l'un des premiers. Et parfois même le seul pendant quelques mois. Parce qu'il arrive relativement tôt. Dans les autres pays, en Afrique par exemple, ils l'ont connu en même temps que d'autres programmes. Et franchement, il fait pas le poids face au Chevalier du Zodiaque. Je plaisante, me lynchez pas, mais Chevalier du Zodiaque, c'est ma série préférée. En Afrique anglophone, par contre, il n'y a pas eu de diffusion réellement officielle. Des pays comme le Nigeria, le Kenya ou l'Afrique du Sud ont connu d'autres programmes que Goldorak. Des trucs qui venaient des États-Unis, dessins animés américains ou animés modifiés genre Robotech. En Afrique lusophone, c'était lié au Portugal, et rappelez-vous là-bas, Goldorak n'a pas marqué les esprits. Diffusé tardivement, c'est pas culte. Pas autant que d'autres animés japonais en tout cas. Alors il y a eu quelques traces de diffusion, mais rien de réellement significatif, notamment en matière d'impact culturel. En revanche, dans les pays du Maghreb, c'est différent. Algérie, Maroc, Tunisie, ils ont connu Goldorak qui est devenu une référence culturelle. Par exemple, dans l'ouvrage Les années Boom, sorti en 2016, plusieurs auteurs témoignent de l'Algérie des années 70, et il y a un texte sur les animés de l'époque d'Akram Belkaïd. Il mentionne Grandizer comme le seul anime sortant du lot par l'excellence de la langue utilisée en l'occurrence, l'arabe, et par sa très grande popularité. On trouve des traces de diffusion en Tunisie et Maroc, avant celle du reste de l'Afrique, sans doute grâce au Liban. Et oui, car le Maghreb fait partie du monde arabe dans lequel Goldorak a eu un impact énormissime. Les pays du Maghreb ont non seulement eu accès à la VF, mais aussi, assez tôt, à la version en arabe classique. Et c'est une très bonne transition pour vous parler du Moyen-Orient, ma dernière partie. Dans le monde arabe, Goldorak est clairement un énorme succès, mais pour des raisons très différentes des nôtres et assez dramatiques d'ailleurs. Donc attention, je vais parler un peu géopolitique, ce n'est pas du tout un sujet que j'aime aborder, je ne suis pas expert, mais il est nécessaire d'avoir un peu de contexte pour comprendre. Et, deuxième mise en garde, comme je vais parler d'un sujet sensible et encore d'actualité, je me réserve le droit de supprimer tout commentaire excessif.
Vous le savez, ma chaîne se veut positive, alors entre passionnés d'anime, restons courtois. Donc, dans les articles que j'ai pu lire, et je vous en mets un dans la description, il est toujours mis en avant le contexte du Moyen-Orient à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour expliquer la résonance culturelle du dessin animé dans les pays arabes. Ainsi, parmi les témoignages que j'ai pu trouver, beaucoup font le rapprochement avec ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la défaite des pays arabes lors du premier conflit israélo-arabe et tous les conflits qui suivront après. Un rapprochement a ainsi été fait entre l'occupation israélienne de la Palestine et les attaques de Vega, même si c'était pas du tout l'idée métaphorique de Nagai à l'époque. Celui-ci dira d'ailleurs en 2009, lors de son voyage au Moyen-Orient, la chose suivante. Si je représente les effets de la guerre dans mes bandes dessinées, c'est parce que je crois fermement qu'il est essentiel d'apprendre dès l'enfance combien la guerre peut être destructrice et combien les individus et les sociétés peuvent en souffrir, tout comme je l'ai appris des récits des adultes qui m'entouraient quand j'étais petit. Donc la diffusion de Goldorak dans ces pays s'est ancrée dans la souffrance des populations civiles, victimes de la guerre au Proche-Orient, et plus particulièrement la guerre du Liban, entre invasion israélienne et guerre civile à la fin des années 70. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, je vous invite à lire les nombreux articles sur le sujet. Et c'est au Liban que sera diffusé Goldorak pour la première fois, inspiré par son immense succès en Italie et en France, dont l'idée d'invasion extraterrestre résonne dans l'histoire du pays. Un travail d'adaptation, léger, est effectué, certains non traduits, mais la plupart demeurent ou sont assez proches de l'original. Par exemple, Blackie, Hydargos chez nous, reste Blackie. Genzo Humon, le professeur Procyon, devient Dr Amun, et Actarus Daisuke Humon devient Daisuke Amun. Tout le travail d'adaptation français n'est pas du tout repris. Les noms d'attaque n'ont pas la même saveur, elles conservent l'originalité initiale. Il est néanmoins reconnu que la traduction et le doublage ont été faits de manière très sérieuse, les acteurs libanais étaient très impliqués. Notamment Jihad Al-Atrache, la voix d'Actarus, qui est un peu leur Daniel Gall. Et ce travail qualitatif est même reconnu dans les années 2000 par de nombreux journalistes. Le dessin animé est même reconnu pour avoir contribué à rapprocher les enfants de la langue arabe classique. C'est vraiment pas rien. En France, on n'a jamais considéré que Goldorak nous permettait de bien maîtriser la langue. Dans les années 80, il sera ensuite diffusé dans d'autres pays comme l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et bien sûr les pays du Maghreb dont je viens de parler. Et à partir de là, Goldorak devient une icône dans tous ces pays, plus ou moins affirmés. En 2009, le robot cornu fête ses 30 ans là-bas, pas seulement au Japon ou en France, bon c'était un peu plus tôt pour nous. Au Liban, un festival d'anime, Beyrouth Animated, est organisé pour célébrer l'événement. Mais ce n'est pas tout. La même année en Jordanie, Go Nagai est accueilli par le fils du Premier ministre. Oui, rien que ça. Et l'influence de Goldorak ne s'arrête pas là. En Jordanie, Tamer Al-Masri et Michael Magda ont fondé Joe Bedou, une marque qui crée des articles dérivés avec l'icône Grandizer. Résultat, un énorme succès, preuve que le Grand Cornu continue de rassembler les fans et les entrepreneurs créatifs. Au Liban, l'impact de Goldorak va même au-delà du simple divertissement. Le groupe de graffeurs Ashkeman, fondé par les frères Cavani, utilise Grandizer pour dénoncer les injustices locales et mondiales. Dans les rues de Beyrouth, un graffiti célèbre proclame « La Nyamuta Shabon, Ladaï Grandizer ». Une nation qui a Grandizer à ses côtés ne peut mourir. C'est fou, non? Même la culture urbaine et politique s'inspire du robot cornu. Et ce n'est pas tout. C'est grâce à l'Arabie Saoudite que le projet Grandizer U a vu le jour, porté par une société locale. À Riyad, on peut même admirer la plus grande statue de Goldorak jamais construite, 33,7 mètres, ce qui correspond à la taille officielle du robot dans les guidebooks, même si honnêtement elle paraît un peu petite comparée à ce que l'on imagine. Et cette statue figure dans le Guinness Book des records 2022, preuve de l'aura immense de Goldorak et de l'enthousiasme qu'il suscite, même auprès des pouvoirs publics. Honnêtement, essayez d'imaginer ça en France. Astérix, jamais il aura sa statue de 30 mètres de haut, à côté de la Tour Eiffel. Jamais. En 2019, un sondage dans le monde arabe classe Goldorak en 2e position des animés préférés, juste derrière Olivier Tom. Pour situer le contraste en France, je pense qu'il ne serait même pas dans le top 10 en fait, à moins que le sondage ne concerne que les 40-50 ans. Clairement, dans ces pays, le Grand Cornu a un statut comparable à celui de Dragon Ball chez nous. Goldorak transcende les générations, il n'est pas seulement nostalgique, il est culturellement vivant. Là où en France, ce sont surtout les quadragénaires et les quinquagénaires qui en parlent. En Arabie ou au Liban, la transmission générationnelle est réel. C'est fascinant d'analyser tout ça, et ça me fait rire de voir encore aujourd'hui certains haters lâcher des commentaires méprisants, notamment sur cette chaîne critiquant Goldorak, sans comprendre l'ampleur de son impact. N'en déplaise à certains, Goldorak ce n'est pas juste un dessin animé, c'est une référence culturelle et sociale internationale. Au-delà des combats et des robots géants, il nous a appris des valeurs simples mais essentielles, le courage face à l'adversité, la justice et l'importance de vivre ensemble et de se soutenir, peu importe nos origines ou nos nationalités. Quand on regarde Goldorak, on se rend compte que ce n'est pas seulement l'histoire d'Actarus, de son robot, mais une aventure qui nous a tous un peu réunis, que l'on soit au Liban, en France, au Québec ou en Arabie Saoudite, même séparés par des milliers de kilomètres. Ces histoires ont créé un terrain commun où le bien, le courage et l'amitié comptent plus que tout. C'est ça la magie de Goldorak. Il dépasse les frontières, il traverse les générations et il nous rappelle qu'au final, malgré nos différences, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Bon, eh bien je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Et là vous vous dites sûrement,
Mais dans quel pays Goldorak a-t-il eu le plus de succès? Quelle population est la plus fan? Alors j'ai la réponse. Et je suis assez sûr de moi d'ailleurs, donc préparez-vous. Le pays où Goldorak est le plus apprécié, et ce que je vais dire est réel, c'est vérifié, eh bien on s'en fout complètement. Ce n'est pas une compétition. Goldorak, c'est de la nostalgie, un héros qui a eu ses détracteurs, mais qui a marqué plusieurs générations, chacune pour ses propres raisons. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir qui l'aime le plus, mais plutôt que peu importe où l'on vit, Goldorak nous rassemble. Et vous, abonnés du monde entier, oui, je me la pète, vous pouvez participer. Racontez-moi dans les commentaires comment Goldorak a débarqué dans votre pays, ou ce que vous en connaissez, vos souvenirs, partagez sans compétition, juste pour le plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine rétro. En attendant, prenez soin de vous. هيا يا بطل الفضاء Grandizer